Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Son rayonnement et son panache de fumée étaient visibles à des kilomètres à la ronde. Une explosion massive a retenti cette nuit à Ispahan, dans le centre de l'Iran. Une bombe américaine d'au moins 900 kilos s'est abattue sur un site nucléaire iranien. C'est l'une des cibles privilégiées des États-Unis qui sont entrés en guerre notamment pour stopper l'enrichissement d'uranium en Iran. Donald Trump envisagerait même, pour atteindre cet objectif, une intervention terrestre, William Molinier, une mission qui viserait à récupérer les 450 kilos d'uranium enrichi par les mollahs. Opération complexe et extrêmement risquée. Oui, cela impliquerait nécessairement l'envoi de forces spéciales sur le sol iranien pendant au moins plusieurs jours, peut-être même quelques semaines, à supposer que ces unités de combat savent exactement où l'uranium se trouve, par exemple sur les sites d'Ispahan ou de Natanz. Eh bien, elles vont devoir d'abord les sécuriser, car très certainement les Iraniens les auront piégés. Par ailleurs, ces troupes américaines se retrouveraient aussi sous le feu direct de l'armée iranienne. Cette dernière devra être tenue à distance, car pendant ce temps-là, des équipes spécialisées manipuleront le matériau radioactif pour préparer son extraction. Il faudra aussi préparer et construire dans l'urgence des aérodromes temporaires pour transporter l'uranium. La mission s'annonce périlleuse. Les pertes humaines seraient dans ce scénario inévitable. Une intervention de ce type prolongerait forcément le conflit au-delà des 4 à 6 semaines initialement prévues par l'administration Trump. William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1. Donald Trump ira-t-il au bout de ce projet ou mettra-t-il fin à la guerre comme il l'aurait évoqué auprès de ses conseillers? Même si le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, le président américain souffle le chaud et le froid sur la guerre. Hier, il menaçait Téhéran d'anéantir ses sites énergétiques et ses puits de pétrole si un accord n'était pas conclu rapidement. Alors au cœur de ce conflit, le pétrole évidemment, et les répercussions mondiales sont déjà lourdes. Or, elles ne font que commencer, car c'est vraiment maintenant, après un mois de guerre, que vont se faire sentir les effets du blocage des pétroliers et de la destruction des sites pétrolifères. C'est ce qu'expliquait ce matin sur Europe 1 Thierry Brosse, professeur à Sciences Po et spécialiste des questions énergétiques. C'est le choc pétrolier, c'est le risque systémique que nous avions tous lorsqu'on regardait la sécurité d'approvisionnement. Et c'est un risque que nous ne sommes pas capables de couvrir. Si vous regardez, ce qui passe par le détroit d'Ormuz, c'est de l'ordre de 20% de nos approvisionnements pétroliers mondiaux, et c'est 20 millions de barils par jour. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe, l'Arabie Saoudite a réussi à en rerouter 6 millions de barils par jour. Et nous, avec nos stocks stratégiques au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, on a réussi à sortir 3 millions de barils par jour. Ben, si vous faites un calcul, 20 moins 6 moins 3, ça veut dire que le choc pétrolier, il est de 11 millions de barils par jour. Oui. C'est quelque chose que l'on n'a jamais vu. C'est grosso modo 10 ans de croissance qu'il va falloir effacer si on reste dans ce système-là. Aujourd'hui, la crise énergétique commence. Thierry Brosse, invité d'Europe 1 matin. Interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Alors le baril de Brent, le pétrole extrait en Europe, il est à $113 ce matin, et à la pompe, on est bien au-dessus des 2 € le litre. 800 stations-service étaient en rupture de stock hier. De nombreuses autres rationnent leur vente de carburant. Un enfer pour monsieur et madame tout le monde et une véritable menace pour les professionnels du transport qui manifestent leur mécontentement. Après Paris hier, mobilisation à Nantes ce matin. Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien, ainsi des remises de 20 centimes d'euros par litre en avril et le retour du chômage partiel. Une mesure qui va encore coûter cher. Or, l'exécutif doit surveiller ses dépenses. Le gouvernement joue les équilibristes, Jacques Serret. Oui, c'est un outil de crise remis sur la table pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement pourrait réactiver le chômage partiel pour permettre aux entreprises de réduire leur activité sans licencier. Un dispositif massivement utilisé pendant la crise due au Covid-19. Pour l'exécutif, l'objectif est d'essayer de trouver des solutions pour aider les secteurs les plus dépendants du carburant. Mais en théorie, toutes les entreprises pourraient y prétendre à condition de prouver une baisse d'activité directement liée à la crise. Ce dispositif du chômage partiel coûterait 70 millions d'euros et s'ajouterait aux 70 millions déjà annoncés en fin de semaine dernière pour aider les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs. Une manière de gagner du temps alors que la colère monte, car pour le gouvernement, il n'est toujours pas question d'engager une baisse générale des taxes sur les carburants, trop coûteuses pour les finances publiques, ou comment tenter de soutenir les entreprises en apparence
sans trop creuser les comptes publics déjà mal en point. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Alors sur les prix du carburant justement, est-ce que l'État doit aider davantage les Français? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous pouvez y répondre dès maintenant, ça vous prendra un instant, on vous attend. Avec ces prix à la pompe, un coup de pouce qui tombe à point nommé. Le chèque énergie d'un montant de 153 € doit être envoyé cette semaine à quelques 3 800 000 foyers. Cette année, il a été élargi à 700 000 bénéficiaires. Un chèque qui servira à payer les factures d'électricité et de gaz domestique. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Quand la démocratie rencontre la violence, le choc est terrible. À Moncontour, dans les Côtes-d'Armor, une semaine après les élections municipales, le maire a jeté l'éponge. Oui, dans ce village de 800 âmes, tout le monde est abasourdi. Olivier Pellan n'aura pas tenu 2 semaines face aux tags sur sa maison, sa voiture rayée, des attaques auxquelles il ne veut pas avoir à faire face. Hier soir, de nombreux élus et villageois alentours étaient rassemblés pour soutenir l'édile démissionnaire. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Nous sommes réunis aujourd'hui dans des circonstances graves. Sur le parvis de l'hôtel de ville, ils se tiennent unis autour d'Olivier Pellan, sa femme et son fils aux yeux rougis, les colistiers du maire démissionnaire, des dizaines de collègues élus venus de tout le département. Quand sa première adjointe, Julie Gaudin, fait résonner toute l'incompréhension qui émeut ce village. Le débat, la contradiction font partie intégrante de la démocratie. Mais rien ne justifie que l'on dégrade, que l'on menace, que l'on intimide. S'en suivent les discours pour que vive la démocratie. Et puis, venu de la foule, ce coup de gueule spontané aux applaudissements nourris. C'est lamentable. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain ? La démocratie aujourd'hui, elle est touchée et je suis vraiment indigné, je voulais dire ça au nom de tout le monde. L'ex-maire accueille les accolades de soutien, puis visiblement éprouvé, s'éclipse en famille. Désolé, mais là, on va rentrer parce que c'est une pression énorme. Il faut vraiment qu'on se pose avec mon épouse aussi et mon fils qui est aussi impacté. D'ici quelques jours, le conseil municipal qui espère l'apaisement devra lui trouver un successeur. Moncontour, Sandrine Prioul, Europe 1. Et puis c'est l'événement Céline Dion, bientôt de retour sur scène. Et oui, après des années loin de ses fans, elle l'a annoncé hier soir. Ses fans qui l'attendent et il y aura compétition pour acheter les billets. Charles Bouchin. Depuis l'annonce du retour de Céline Dion à Paris, Julien vit au rythme de celle qu'il a vue 15 fois à Las Vegas. Donc c'est matin Céline, petit déjeuner Céline, repas de midi Céline, le dîner Céline et tout faire pour avoir des places, peu importe le prix. Je veux la revoir sur scène. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas eu cette excitation en tant que fan. Mais cet habitant de Tarbes sait qu'il devra se confronter aux fans du monde entier pour avoir des places. Des fans comme Mario, un Suisse qui va se rendre à Paris avec une seule ambition. Ce sera clairement tout pour Céline. Il compte passer 2 semaines dans la capitale. L'objectif, c'est de la voir le plus de fois possible en concert. Ensuite, d'aller l'attendre devant son hôtel pour avoir l'autographe, pour la rencontrer. Programme encore plus chargé pour Estevam, un Brésilien tellement fan qu'il habite désormais Charlemagne, ville natale de Céline Dion. Lui s'est déjà organisé pour passer 2 mois à Paris en télétravail. Je vais mélanger mes vacances avec le travail parce que bien sûr, je ne peux pas rester 2 mois en vacances. On va gérer ça comme on pourra. Je suis très chanceux d'avoir un gestionnaire, une entreprise aussi qui me permette de faire ça. Il espère maintenant obtenir au moins une place, un billet de plus pour voir une 100e fois son idole en concert. Charles Bouchin, 10 dates, Paris La Défense Arena du 12 septembre au 14 octobre. Merci Fanny Marceau. Dans un instant sur Europe